essayer effectivement de proposer des pistes de réponse sur la place que peut avoir l'ECMO dans les suites d'un arrêt cardiaque. Mais liens d'intérêt qui n'ont pas de rapport avec la présentation. Finalement, la question qui m'est posée correspond à deux situations distinctes qu'on va successivement traiter dans cette présentation, puisque si on suit la chronologie de l'arrêt cardiaque jusqu'à la reprise d'une activité circulatoire spontanée, il y a une première situation qui est l'arrêt cardiaque réfractaire, c'est-à-dire l'absence de reprise d'une activité circulatoire spontanée, qui peut conduire à se poser la question de l'ECMO Assisted CPR, donc l'e-CPR, c'est-à-dire mettre en place une ECMO, soit pour arriver à un RAX, soit en tout cas pour assurer une circulation, jusqu'à pouvoir réaliser une pronostication neurologique. La question dans cette situation de l'e-CPR dans l'arrêt cardiaque réfractaire, c'est quand faut-il la mettre en place ? À partir de quand et jusqu'à quand est-ce que c'est raisonnable? Et pour qui, surtout, quels sont les candidats, les meilleurs candidats? Parce que c'est évidemment une technique qui est compliquée, chère, lourde à mettre en place et qui ne peut pas être mise en place partout. Donc, il faut sélectionner soigneusement les patients à qui on propose ce traitement. La deuxième situation, c'est le patient qui a repris une activité circulatoire spontanée et qui va présenter un état de choc réfractaire dans les suites de cette reprise d'activité circulatoire. Pour cet état de choc réfractaire, comme pour d'autres situations d'état de choc, on peut se poser la question de mettre en place une ECMO pour passer un cap. Et là aussi, les questions, c'est finalement pourquoi on proposerait cette technique et pour qui, c'est-à-dire quels sont les meilleurs candidats pour bénéficier d'une ECMO dans la prise en charge d'un choc réfractaire dans les suites d'un arrêt cardiaque. Donc si je m'intéresse à la première situation, celle de l'arrêt cardiaque réfractaire qui pourrait bénéficier d'une e-CPR, c'est une question qui est extrêmement controversée et j'ai repris cette caricature qui date de l'époque de l'affaire Dreyfus parce que, évidemment, vous allez avoir des très grands believers, des très grands opposants et finalement, force est de constater que même à ce congrès, il y a une controverse sur le sujet, sur la question de l'e-CPR en préhospitalier où le docteur Lameau et le professeur Cariou vont s'affronter sur la question. Donc c'est clairement une question qui n'est pas tranchée et qui voit des opposants assez marqués s'affronter pour savoir si oui ou non il faut utiliser l'e-CPR. Si on regarde les données de la littérature, il y a certaines choses qui sont claires. D'une part, c'est de plus en plus utilisé. Là, vous avez dans ce travail de Richardson qui date de l'année dernière, l'évolution du nombre de patients en Europe qui a bénéficié d'une e-CPR et ça explose. Donc il y a de plus en plus de patients que l'on traite par e-CPR et on peut s'attendre donc à ce que l'expérience, parce qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage, des centres et des personnes qui mettent ces e-CPR ne fasse que croître. Si on regarde en parallèle la survie, c'est plus décevant parce que vous avez exactement les mêmes années, les mêmes années qui sont représentées et la survie des patients, et la survie ne change pas. Donc en dépit d'un accroissement net de l'expérience des centres et des médecins qui traitent par les CPR, il n'y a pas d'amélioration de la survie. On peut interpréter ça d'un certain nombre de manières. Je pense que l'une des hypothèses, c'est de dire qu'on en met de plus en plus, donc on en met de plus en plus à n'importe qui, si vous me passez l'expression, et on est peut-être moins regardant sur les patients à qui on va proposer cette technique, et donc finalement on compense notre gain d'expérience par des patients qui ont un plus mauvais pronostic et donc qui bénéficient moins de cette technique. J'ai regardé les données du Centre d'expertise mort subite, donc qui est le registre francilien des arrêts cardiaques, et sur 7 ans, il y a 525 patients, c'est-à-dire 4% des arrêts cardiaques, qui vont bénéficier, ou en tout cas qui vont recevoir une e-CPR. C'est des données qu'on n'a pas encore publiées. Donc en France, sur un large registre, il y a à peu près un patient sur 20 qui va recevoir un traitement par e-CPR, ce qui est quand même non négligeable, vous en conviendrez. Deuxième question, c'est quand est-ce qu'il faut mettre cette e-CPR? Et le message principal, c'est que le temps, c'est évidemment le principal facteur pronostic. J'ai repris ce travail qui date maintenant d'il y a une dizaine d'années, qui concerne cette fois des arrêts cardiaques intra-hospitaliers, publié par Chen dans le Lancet. Et comme vous le voyez, que ce soit pour les arrêts cardiaques traités par réanimation conventionnelle en bleu ou par e-CPR en rose, la survie diminue très nettement avec le délai avant implantation ou avant reprise d'une activité circulatoire. Donc clairement, on sait que le low flow, la durée avant une circulation efficace, est un facteur pronostic majeur. Si on regarde les arrêts cardiaques extra-hospitaliers, on a des résultats qui sont comparables dans ce travail publié l'année dernière dans CritCare. Vous voyez qu'en e-CPR, c'est la courbe rouge, il y a un effondrement, finalement une exponentielle inverse, de la survie avec l'allongement de la durée du low flow. C'était des données monocentriques et si on s'amuse, comme l'avait fait le docteur Debatty, à superposer les données publiées sur ce graphique, c'est assez joli parce que, comme vous le voyez, si on prend les données les plus anciennes, donc à l'extrémité gauche de la figure, vous avez les travaux du professeur Megarban et du docteur Le Guen au début des années 2010 avec des durées de low flow moyennes de 120-150 minutes où on a des survies de l'ordre de 1 à 4%.
Et plus on raccourcit les durées de low flow des populations, donc dans les travaux du docteur Debatty ou de Tahar Chouyed publié en 2017, on est à 90 voire 80 minutes et on voit la survie qui s'améliore. Et dans le dernier travail du docteur Lameau, avec des durées de low flow de l'ordre de 70 minutes, on arrive à des chiffres encore plus intéressants de survie. Une chose est certaine, c'est que le délai avant implantation de l'ECMO est un facteur pronostique absolument majeur et il est probablement déraisonnable de mettre en place une ECMO à un patient qui est sous massage cardiaque depuis 100, 110, 120 minutes, comme ça a pu être fait par le passé. Ensuite, pour identifier les meilleurs candidats, finalement, j'ai presque envie de dire qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis ces recommandations qui datent de 2009, qui identifiaient déjà d'excellents candidats. Et ça, on sera tous d'accord pour dire que l'intoxication, notamment par les cardiotropes, ou le patient qui fait un arrêt cardiaque alors qu'il est spontanément très hypotherme, sont d'excellents candidats parce que même si les durées de low flow sont prolongées, ils ont des facteurs de protection cérébrale qui doivent conduire à les proposer en ICPR. Seulement, ce sont des cas exceptionnels et j'ai regardé là aussi dans le registre, il y a moins de 2% des patients qui répondent à l'un de ces deux critères. Donc ça, la question ne se pose pas, ces excellents candidats doivent être proposés pour une ICPR. De l'autre côté, il y a les mauvais candidats. Les mauvais candidats, c'est tous les patients qui ont évidemment des comorbidités lourdes. Le cancer métastatique, ça n'a pas énormément de sens. L'absence de témoins ou une durée de low flow de plus de 5 minutes. Et tous les rythmes non choquables. Et en fait, ça semble relativement sélectif, mais finalement, ça couvre l'écrasante majorité de nos patients. Ce qui fait que dans cette zone grise d'incertitude au milieu et les patients pour lesquels on peut se poser la question, en fait, il y a assez peu de cas limites. Parce que pour être un cas limite entre l'excellent candidat et le très mauvais candidat, il faut réunir tous ces critères-là, c'est-à-dire avoir un arrêt cardiaque réfractaire, ne pas avoir de comorbidité notable, être en rythme initialement choquable, avoir un témoin, avoir un no-flow certain de moins de 5 minutes et avoir la possibilité d'être mis en ICPR en moins de 100 minutes, voire de plus en plus d'auteurs disent moins de 60 minutes. Donc là aussi, si on regarde les données de la vraie vie, sur 13 000 malades entre 2011 et 2018 dans le registre parisien, il y a 130 patients qui répondent à tous ces critères. Donc il y a de l'ordre de 1% des patients qui peuvent effectivement être dans une zone grise où on peut se poser la question. Donc on a des excellents candidats qui sont de l'ordre de 1 à 2% des cas, des candidats où on peut se poser la question qui sont de l'ordre de 1% des cas, et l'écrasante majorité des patients qui ne doivent pas se voir proposer une ICPR parce que c'est vraisemblablement vain. Ça, c'était pour la première partie donc de l'ICPR, qui est la partie la plus controversée et qui donc survient avant l'éventuelle survenue d'une reprise d'une activité circulatoire spontanée. La deuxième partie, c'est le patient qui a eu effectivement un RAX stable, qui est transporté à l'hôpital et qui va présenter un état de choc réfractaire, pour lequel on peut se poser la question de mettre en place une ECMO dans le cadre du traitement de cet état de choc réfractaire. Pourquoi on pourrait proposer cette ECMO ? Finalement, est-ce que ça a encore du sens ? Est-ce que c'est un vrai problème, cet état de choc, après l'arrêt cardiaque ? La réponse est évidemment oui, puisque si on regarde sur 28 000 arrêts cardiaques, et si on regarde étape par étape la perte de charge, si j'ose dire, il y a à peu près, ça fait des chiffres qu'on n'a pas toujours en tête, 50% des patients qui font un arrêt cardiaque en Ile-de-France qui meurent sans réanimation par les premiers secours. Parmi les 15 000 qui sont réanimés par les premiers secours, il y en a 2 tiers qui meurent avant d'arriver en réanimation. Là, je parle au congrès de la SRLF, donc les patients qu'on voit sont déjà des patients ultra sélectionnés. Et vous le savez comme moi, parmi les 5 400 patients qui arrivent en réanimation, il y en a 77% qui meurent. Donc on a encore une mortalité extrêmement importante pendant la phase intra-hospitalière, même s'il y a déjà eu beaucoup de morts avant dont on n'entend jamais parler. Et donc cette mortalité persiste après un RAX stable, alors même que le patient est arrivé à l'hôpital. Si on regarde les mécanismes derrière cette mortalité, vous connaissez tous cette figure qui a été publiée par Virginie Lomial il y a quelques années. Il y a 2 principaux mécanismes qui conduisent au décès pendant la phase intra-hospitalière. C'est d'une part les dommages anoxo-ischémiques pour lesquels on va mettre en place par exemple l'hypothermie. Et il y a une proportion non négligeable de patients qui meurent d'un état de choc post-ressuscitation. Dans ce travail de Virginie, il y avait environ un tiers des patients, et dans un travail qu'on a publié l'année suivante dans Intensive Care Medicine, il y avait 50% des patients qui mouraient de causes hémodynamiques au sens large. Donc finalement, il y a 77% des patients qui meurent à l'hôpital alors qu'ils sont arrivés vivants, ou en tout cas avec un RAX stable. Et parmi ces décès, il y en a entre un tiers et la moitié qui sont des décès de causes hémodynamiques secondaires à un état de choc réfractaire. Cet état de choc a une physiopathologie qui est mixte, à la fois une composante vasoplégique périphérique, mais aussi une dysfonction ventriculaire gauche avec une sidération myocardique qui est bien décrite et qui est une vraie sidération, puisque depuis une vingtaine d'années, et notamment dans ce travail, on voit bien qu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche avec un effondrement de la fraction d'éjection du ventricule gauche, mais qui va récupérer après 24, 36 ou 48 heures, avec une récupération en général ad intégrum. Donc on est dans une situation de sidération myocardique transitoire, où finalement il y a un cap à passer, et on peut faire l'analogie avec certaines situations comme l'intoxication par les cardiotropes
ou certaines myocardites fulminantes qui vont avoir un moment vraiment de moins bien qui peut les conduire à décéder, mais où on a un bon espoir de récupération. Et compte tenu de cette composante cardiogénique qui participe et de son caractère réversible, on peut se demander si ça ne serait pas intéressant de mettre en place des techniques même d'exception comme l'ECMO. Et à mon sens, c'est là que ça peut avoir du sens. D'ailleurs, les recommandations qui datent de 2015 disent bien que la dysfonction myocardique post-arrêt cardiaque peut être traitée par un support inotrope, mais aussi en cas d'échec par un support, par des techniques d'assistance circulatoire mécanique. Quelles données on a dans la littérature sur cette entité très particulière de l'état de choc post-ressuscitation réfractaire traité par ECMO? Il y a principalement 2 papiers, un publié par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière et un autre qu'on a publié dans Resuscitation, qui rapportent donc le traitement par ECMO, encore une fois, des états de choc réfractaires post-arrêt cardiaque. On n'est pas dans l'ICPR. Donc, si on met en perspective ces 2 papiers, il y a entre 50 et 90 malades, une écrasante majorité d'infarctus comme étiologie de l'arrêt cardiaque, et on a des chiffres, c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes malades, mais qui sont très comparables, c'est-à-dire il y a entre un quart et un tiers des patients qui vont avoir un saignement majeur, tel qu'habituellement défini, et entre un quart et un tiers des patients qui vont survivre à l'issue de cet épisode d'état de choc réfractaire. Chaque étude a identifié certains facteurs pronostiques. La Pitié-Salpêtrière proposait le rythme chocable, un score de SOFA bas et un INR bas, tandis que dans les données du centre d'expertise mort subite, on avait identifié essentiellement un pH plutôt élevé comme associé au pronostic. Donc on peut, à l'heure actuelle, dire que quand même il y a 4%, c'est non négligeable, des patients qui présentent une reprise d'activité circulatoire spontanée qui sont traités par une ECMO pour un état de choc réfractaire. Parmi eux, entre un quart et un tiers vont présenter un saignement important avec une nécessité de transfusion parfois massive. Entre un quart et un tiers vont survivre, ce qui est quand même non négligeable, puisque c'est des patients qui, par définition, avaient un état de choc qui échappait au traitement habituel et donc qui seraient décédés, et on arrive quand même à des taux de survie non négligeables. Et on a identifié un certain nombre de facteurs pronostiques pour essayer de proposer les meilleurs candidats à une assistance circulatoire temporaire. L'étape d'après, c'est on identifie quels sont les meilleurs candidats une fois que l'état de choc est survenu, mais est-ce qu'on peut les prédire? Est-ce qu'on peut identifier en amont les patients qui vont décéder d'un état de choc? Il y a certains travaux qui essayent de le faire, j'en cite qu'un, qui est le travail de Bascom publié l'année dernière dans Circulation, qui développe un score, le CREST, avec 5 paramètres, qui identifie les patients qui vont décéder de cause hémodynamique à l'issue d'un arrêt cardiaque. Ces facteurs sont rappelés ici, et on pourrait imaginer qu'à l'admission du patient, comme on calcule le CAP score pour avoir une idée de son pronostic neurologique, on calcule le CREST ou un dérivé pour identifier les patients les plus à risque d'une défaillance circulatoire majeure, afin d'être réactif, peut-être de les déplacer dans un centre qui peut faire de l'ECMO, ou en tout cas d'être capable de proposer une assistance circulatoire si l'état hémodynamique se dégrade. En résumé, j'ai été un peu plus vite que d'habitude, les 2 situations dans lesquelles on peut se poser la question d'une place de l'ECMO sont effectivement avant le RAX, l'arrêt cardiaque réfractaire, où on peut proposer une ICPR. L'ICPR, c'est une technique qui, je le répète, est extrêmement controversée, et si on veut l'utiliser à bon escient, elle nécessite une sélection extrêmement soigneuse des candidats. Donc il y a les excellents candidats, l'hypothermie, l'intoxication, la question ne se pose probablement pas. Les bons candidats, on l'a vu, c'est des cas très très particuliers, le rythme chocable, devant témoin, un no-flow court, une possibilité d'implantation brève, on peut se poser la question. Et tous les autres, il faut probablement dire non à l'ICPR, ça me semble logique, ne serait-ce que parce que plus on élargit les indications à des patients qui n'en bénéficient pas, et plus on défavorise finalement la technique, ne serait-ce que sur le plan statistique. Et l'élément pronostic majeur, c'est le temps, puisqu'on disait avant jusqu'à 120 minutes, puis jusqu'à 100 minutes dans les recommandations de 2009, et on parle de plus en plus dans cette situation de la golden hour, et il faut probablement diminuer au maximum le délai avant l'implantation de l'ECMO. Deuxième situation complètement différente, c'est l'ECMO pour l'état de choc réfractaire après reprise d'activité circulatoire spontanée. Donc c'est quand même non négligeable, puisque dans le travail qu'on avait publié, il y a 4% des patients qui sont traités de cette manière-là. C'est non négligeable et c'est non futile, puisque presque 30% des patients survivent alors qu'ils ont bénéficié de ce traitement pour un état de choc réfractaire. Certains facteurs pronostiques peuvent être proposés, le rythme initialement choquable, le score de SOFA, l'INR, le pH, et l'étape d'après, ce sera de pouvoir prédire en quelque sorte le risque de défaillance hémodynamique sévère nécessitant un support circulatoire, et certains scores sont développés. Je vous remercie de votre attention.